Le témoin 229 est la dernière des 3 victimes appelées à témoigner dans le procès de Thomas Lobanga Dilo devant la Cour pénale internationale à La Haye. Au début de sa déposition, il a donné une description des événements depuis son enrôlement dans les rangs de l'UPC jusqu'à sa fuite de Mongwalu 3 mois plus tard. C'est en avril 2003 qu'il a été arrêté par un groupe de soldats armés de l'UPC alors qu'il rentrait de l'école. Le témoin a précisé qu'il était alors un enfant et qu'il ne voulait pas devenir un soldat. Ils l'ont d'abord emmené dans un camp près de Nyoka, puis au camp Boulé. À Boulé, l'entraînement a commencé par le démontage et le remontage d'armes, par des exercices de manœuvre d'armes, ainsi que par des exercices physiques. Répondant aux questions de son représentant légal, maître Joseph Keta, il a affirmé à la cour qu'il y avait d'autres enfants dans le camp d'entraînement, et notamment des filles. Arrivé dans le camp, vous nous avez dit qu'il y avait des entraînements que vous subissiez. Est-ce que vous pouvez nous dire que... Est-ce que parmi vous, il y avait des filles aussi? Oui, j'ai trouvé aussi des filles dans ces camps-là. Ces filles pouvaient avoir quel âge à peu près, approximativement? Bien, je ne peux pas estimer leur âge. Monsieur le témoin, qu'est-ce qui vous arrivait pendant les entraînements si vous ne parvenez pas à faire un exercice? Bien, l'exercice, lorsqu'on te demandait de les faire, on te donne une arme. On te montre comment on démonte et si tu peux arriver à le démonter, c'est ça le problème. Mais si tu n'arrives pas à le démonter, c'est ça le problème. Et si tu n'arrivais pas à démonter l'arme, par exemple, qu'est-ce qui pouvait t'arriver? Oui, on te fouettait. On te fouettait tout de suite après. Mais si vous n'obéissez pas aux ordres, on vous fouette, on vous emprisonne. C'était de cette façon-là que ça se passait. Vous venez de parler d'emprisonner. Concrètement, vous pouvez nous dire à quoi consistait l'emprisonnement? Bien, c'est ce qui s'est passé si on n'a pas respecté les commandements. On pouvait te dégoter ou te jeter dans l'eau ou dans un trou. Et vous-même, vous aviez subi ce genre de punition? Non, moi, non. Répondant aux questions d'Olivia Struyven, substitut du procureur, il a confirmé le fait qu'on lui ait fourni un uniforme qui était trop grand pour lui et qu'on lui a proposé du cannabis qu'il a refusé. Vous avez expliqué il y a quelques instants que on ne fait pas de différence d'âge. Dans le cas du chanvre, est-ce qu'on donnait du chanvre aux filles et garçons n'importe quel âge ou pas? Est-ce qu'il se passait que quelqu'un refusait de prendre du chanvre? Il y en avait qui refusaient. Et qu'est-ce qu'il se passait quand les gens refusaient? Ceux qui refusaient de prendre du chanvre étaient des habitués du service militaire. Au cours des combats à Bunia, il a été blessé au pied mais n'a reçu aucune aide médicale. De Bunia, il a voyagé jusqu'à Mongwalu, d'où il a réussi à s'échapper et a pu rentrer dans son village. À notre arrivée, je suis entré dans la maison. Je n'ai rencontré personne. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire? C'est à ce moment-là que des voisins m'ont rencontré. Et quand ils m'ont vu, ils ont commencé à pleurer. C'est à ce moment-là que je leur ai demandé, où est maman? C'est à ce moment-là qu'ils m'ont dit, viens, mets-toi assis. À ce moment-là, j'ai rencontré ma petite sœur. Cette dernière m'a dit qu'elle a appris que des miliciens
et Féni sont arrivés là. Ils ont fait sortir nos parents. Ils ont commencé à leur demander de l'argent. Mais ils n'en avaient pas. Quand ils leur ont demandé de l'argent et qu'ils ont dit qu'ils n'en ont pas, ils les ont pris et les ont emmenés avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. J'ignore s'ils sont encore en vie ou pas. Je pense que je vais m'arrêter par là. Le contre-interrogatoire de la défense a eu lieu principalement lors d'audiences à huis clos. Nous avons interrogé Paulina Massida du Bureau Conseil pour les victimes sur les raisons de ces huis clos. Une des obligations principales de la Cour est de garantir la sécurité des victimes et des témoins en général, particulièrement des victimes et des témoins qui viennent témoigner devant les chambres de la Cour. Afin de pouvoir garantir leur sécurité, la Cour a mis en place certaines mesures qui s'appellent mesures de protection et qui concernent par exemple dans l'expurgation du nom de la personne qui comparaît devant la Cour dans tous les documents publics, le fait que son visage et sa voix ne sont pas connus par les personnes qui regardent les audiences du public en général. Et c'était donc le cas aussi de la victime de 129 qui a témoigné dans le procès Lubanga la semaine passée. Cette personne qui cumule le double statut de victime et de témoin a décidé de comparaître devant la chambre pour raconter ce qui s'est passé, les événements de sa vie. Or, évidemment, lorsqu'une personne raconte les événements de sa vie, raconte aussi des détails et des informations privées par rapport à lui-même ou à elle-même, par rapport à sa famille, des informations qui, si connues du public, pourraient mettre en danger la vie de cette personne parce que le public pourrait reconnaître de ces détails la personne qui est en train de témoigner devant la cour. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, quand la personne se réfère à des détails de sa vie privée ou de sa famille ou des événements, les juges décident de siéger à huis clos afin de pouvoir garantir la sécurité de cette personne et également la sécurité de sa famille qui peut-être vit encore au Congo ou dans des autres pays où la Cour est encore en train de mener des enquêtes.